Sur les 52 000 victimes dans la bande de Gaza, plus de 16 000 enfants seraient morts depuis le 7 octobre. Un chiffre colossal, c'est 31%. Et parmi ces mineurs, les 2/3 ont moins de 13 ans et un quart moins de 6 ans. Pour l'instant, ça fait un peu plus de 2 mois qu'Israël a remis ce blocus sur Gaza et la situation s'est détériorée, le mot est faible. Il prévoit de déplacer la plupart de la population, d'intensifier les bombardements qui ont repris depuis le 18 mars. Ces bombardements auraient fait près de 60 morts aujourd'hui. Lorsque moi je vais dans la bande de Gaza, je vois des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu une jambe. Je vois des enfants qui sont en sang. Armin Harefi, pour rebondir sur ce que disait Jean-François Corti à l'instant, ça fait un peu plus de 2 mois qu'Israël a remis ce blocus sur Gaza et la situation s'est détériorée, le mot est faible, depuis que l'eau, la nourriture, l'aide ne rentrent plus dans l'enclave. Oui, en effet, c'est implacable. Aujourd'hui, on en est, je crois, à 22% de la population de Gaza, des 2,1 millions d'habitants qui sont en situation déjà de famine, 54% qui sont au stade 4 que vous avez cité de l'urgence. Cette situation est dramatique pour les 2 millions de personnes gazaouis qui y vivent, pour les centaines de personnes gazaouis qui ont été tuées depuis, mais également pour les otages israéliens, dont au moins 3 sont morts depuis la reprise unilatérale des hostilités par Israël le 18 mars dernier. Quoi dire de plus? Je me référerai aux propos du président de la République qui a parlé de honte. Emmanuel Macron parlait de honte au sujet de l'action du Premier ministre israélien Netanyahou par rapport à ce blocage sous azimut à Gaza, même s'il a refusé de prononcer le mot de génocide, affirmant qu'il reviendrait aux historiens de qualifier ou non de génocide ce qui se passe à Gaza. Il faut quand même rappeler que la Cour internationale de justice, comme l'a dit M. Corti, a averti contre un risque plausible de génocide dans une ordonnance qui a été publiée en 2024 et que pas moins de 6 aujourd'hui entités aux responsabilités internationales, qu'il s'agisse d'ONG internationales comme Amnesty International, Médecins sans frontières ou d'organismes liés aux Nations Unies, le rapporteur des Nations Unies, ont qualifié de génocide ce qui se passe à Gaza ou d'acte de génocide et qu'il faudra à la Cour internationale de justice, donc le bras juridique de l'ONU, plusieurs années pour établir définitivement si celui-ci a eu lieu ou pas. Donc on a quand même des faits qui sont suffisamment étayés. Il ne s'agit pas d'opinion politique, mais de faits qui sont étayés pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, comme l'ont d'ailleurs dit aujourd'hui, ces derniers jours, plusieurs membres importants de la communauté juive de France, on est dans une situation où on affame des populations civiles dans un but affirmé de détruire le Hamas, sauf qu'on voit aujourd'hui, les masques sont tombés, on voit clairement qu'aujourd'hui c'est l'ensemble de la population gazaoui, mais aussi les otages israéliens qui font les frais de cette politique et que cela n'a permis en rien la libération des otages. Au contraire, c'est une négociation directe au nez et à la barbe, si je puis dire, de Benjamin Netanyahou, une négociation directe entre le Hamas et l'administration Trump qui a permis la libération d'un otage, du seul otage de ce blocus de 2 mois, à savoir celle d'un otage américano-israélien, Eyal, et j'ai oublié son nom de famille, Alexander, il y a de cela 2 jours. Donc voilà la situation. On sait très bien, aujourd'hui c'est officiel de la part du gouvernement israélien, l'anéantissement du Hamas est la priorité et non pas la libération des otages qui, dans le plan officialisé par le gouvernement israélien, n'arrive qu'en 6e position. J'ai bien dit 6e position. Donc on est clairement, officiellement, dans un but politique de cet outil de la fin qui est utilisé par le gouvernement Netanyahou pour la seule et unique survie politique d'un homme, Benjamin Netanyahou, et de sa coalition d'extrême droite. Lorsque moi je vais dans la bande de Gaza, je vois des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu une jambe. Je vois des enfants qui sont en sang dans les hôpitaux. Sur les 52 000 victimes dans la bande de Gaza, plus de 16 000 enfants seraient morts depuis le 7 octobre. Un chiffre colossal, c'est 31%. Et parmi ces mineurs, les 2/3 ont moins de 13 ans et un quart moins de 6 ans. Alors ces chiffres, ils sont rapportés par l'UNICEF et ils proviennent du ministère palestinien de la Santé. Qu'il fasse l'unanimité ou pas, c'est la seule source d'information qu'on ait sur le bilan humain. Et je l'ai là, en fait, c'est un simple fichier Excel, un fichier Excel à la comptabilité glaçante. Sur chaque ligne, on peut voir, il y a le prénom, la date de naissance et l'âge auquel l'enfant est décédé. Il y a beaucoup de zéros, des enfants qui n'avaient même pas 1 an.
Et pour en parler, on a eu Jonathan Crix, c'est le directeur de la communication d'UNICEF Palestine. Il fait partie du cercle restreint des 150 à 200 observateurs extérieurs à avoir pu entrer dans la bande de Gaza. Et avant de revenir sur ce qu'il a vu, il va nous donner des pistes pour comprendre pourquoi les enfants sont si touchés par ce conflit. D'abord, il y a l'intensité des bombardements et le type de munitions qui a été utilisé, et surtout dans les premiers mois de la guerre, après les terribles événements du 7 octobre 2023. Et cette intensité dans les bombardements, on la retrouve depuis la reprise des hostilités le 18 mars. À cela s'ajoute la dimension de la population. On a à peu près 2,1-2,2 millions d'habitants dans la bande de Gaza, dont la moitié, 1,1 million, sont des enfants. Et donc la proportion d'enfants au sein de la population est déjà très élevée. Et à cela s'ajoute la densité de la population, et cette densité a encore été renforcée suite aux nombreux ordres de déplacement de population qui ont été émis ces derniers mois. Où que vous regardiez dans ces camps de déplacés, c'est des tentes les unes après les autres, avec des familles qui y vivent sur une bâche en plastique, avec deux matelas dans des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires absolument déplorables. Pour Thibault Lefebvre, qui est notre correspondant permanent sur place à Jérusalem, la stratégie de l'armée est aussi à prendre en compte. Israël assume sa stratégie de ciblage de ce qu'il considère être des terroristes. Donc quand Israël cible ou a repéré un membre du Hamas, tout autour il y a sa famille, il y a des civils, et ça a été en quelque sorte accepté par l'état-major de l'armée israélienne d'assumer ces dommages collatéraux. Le terme est terrible, mais dans ces dommages collatéraux, il y a évidemment beaucoup d'enfants. Alors bien sûr, on a cherché à voir la réaction de l'armée israélienne par l'intermédiaire de son porte-parole français Olivier Rafovitch. Il est habitué à s'exprimer dans les médias, mais là, après plusieurs échanges téléphoniques, des messages, des allers-retours aussi avec le bureau de presse de l'armée israélienne, on va devoir se contenter d'une réponse écrite qui a été envoyée par WhatsApp et qu'on va vous lire tout au long du sujet. Et donc voici la réponse sur pourquoi tant de civils touchés par les frappes israéliennes. L'armée israélienne combat l'organisation terroriste du Hamas, dont on sait, de manière documentée, qu'elle opère à proximité, depuis les sous-sols et à l'intérieur de zones densément peuplées. Les frappes de l'armée israélienne contre des cibles militaires sont soumises aux dispositions du droit international, y compris, dans la mesure du possible, la prise de précautions, et après une évaluation selon laquelle les dommages collatéraux sur les civils et les biens civils ne sont pas excessifs par rapport à l'avantage militaire escompté de l'attaque. Concernant maintenant la fiabilité des chiffres donnés par le ministère palestinien de la Santé, Jonathan Crix, il attend bien sûr la validation, la vérification par l'ONU, mais pour l'instant c'est impossible vu la quasi-inaccessibilité de la bande de Gaza. Ça ne veut pas dire que les chiffres qui sont partagés par le ministère de la Santé ne reflètent pas la réalité. Si on prend par exemple la guerre qui a eu lieu en 2014, le nombre d'enfants tués selon le ministère de la Santé palestinien était d'à peu près ou d'un peu plus de 600 enfants morts sur un mois et demi à peu près. Le nombre d'enfants vérifiés par les Nations Unies était de 540. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une très grande différence entre les chiffres qui ont été vérifiés par après par les Nations Unies et les chiffres qui ont été annoncés pendant le conflit par le ministère de la Santé palestinien. Même si une marge d'erreur existe, pour l'UNICEF, les chiffres du ministère palestinien de la Santé rendent bien compte de l'ampleur du drame qui se joue pour les enfants à Gaza. L'armée israélienne, elle, se montre beaucoup plus prudente. Le ministère de la Santé à Gaza est contrôlé et dirigé par le Hamas et est donc soumis à son ordre du jour. En conséquence, comme cela a été prouvé et démontré à maintes reprises, les données du ministère sont remplies d'incohérences et de fausses déclarations. Par exemple, le ministère ne tente pas de faire la distinction entre les victimes civiles et les terroristes, et il est connu pour enregistrer des décès sans rapport avec le conflit, tels que des morts naturelles. Et alors que l'UNICEF et les autres organisations humanitaires rapportent bien les chiffres du ministère palestinien de la Santé, l'armée et le gouvernement israélien se montrent de plus en plus défiants vis-à-vis des organisations internationales de manière générale. Une contradiction pour Thibault Lefebvre.
Alors c'est le paradoxe de la situation aujourd'hui en Israël. Vous savez que Israël a été créé en 1948, notamment à la suite d'une résolution des Nations Unies. Et aujourd'hui, le gouvernement en place, le gouvernement le plus à droite, le plus à l'extrême droite de l'histoire du pays, piloté, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, remet clairement en cause le multilatéralisme. Tout ce qui vient de l'ONU est largement critiqué, comme beaucoup de gouvernements autocrates actuels. On peut penser à la Hongrie de Viktor Orban, on peut penser évidemment aux États-Unis de Donald Trump. Tout ce qui est de l'ordre du multilatéralisme, tout ce qui est de l'ordre du droit international, on pense aussi à la Cour pénale internationale, n'est pas reconnu puisque ces institutions entravent tout simplement la volonté de ces gouvernements d'aller au bout de leurs objectifs en ce qui concerne le gouvernement israélien, libérer les otages, mais surtout éradiquer le Hamas. Pour mesurer l'ampleur de la situation, voici ce qui s'est passé dans un conflit récent et qui vient de se terminer, la guerre en Syrie. Selon le dernier rapport de l'UNICEF publié en mars 2025, c'est au moins 14 700 enfants qui ont été blessés ou victimes depuis le début du conflit en Syrie en 2011. Alors attention, là il s'agit de chiffres vérifiés par l'ONU, ce qui n'est pas le cas des chiffres publiés par le ministère de la Santé palestinien, mais quand même, avec plus de 16 000 enfants potentiellement victimes depuis cet octobre, on l'aurait déjà dépassé en seulement 1 an et demi et sur une population qui est 10 fois moins importante qu'en Syrie. Et en attendant des chiffres validés par l'ONU, qui n'arriveront qu'une fois le conflit terminé, Jonathan Crix ne peut que témoigner de ce qu'il a vu. Au mois de septembre dernier, j'étais dans le nord de la bande de Gaza, dans un hôpital qui s'appelle Kamal Adwan, et où je voyais un petit bébé de 10 mois, Shama, dont le corps était rempli de petits éclats d'obus et qui étaient brûlés. Et évidemment, j'ai vu des dizaines d'enfants qui grimpaient sur des montagnes de détritus parmi les rats pour essayer de trouver quelque chose à manger ou trouver un peu de papier pour démarrer un feu, pour faire chauffer de l'eau non potable. Donc les conditions de vie sont vraiment absolument déplorables. Thibault Lefebvre, qui vit à Jérusalem, nous rappelle que pour une grande partie de la société civile israélienne, la fin justifie les moyens. Du côté des juifs israéliens, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs tendances, mais globalement, cette guerre est considérée comme absolument nécessaire. C'est la politique du plus jamais ça. Plus jamais le 7 octobre 2023, plus jamais d'attaques terroristes du même niveau, du même acabit, de la même ampleur. Et donc la guerre est un moyen et finalement la mort de tous ces enfants et tout ce que les Israéliens considèrent être comme des dommages collatéraux, c'est en quelque sorte le prix à payer pour arriver à cet objectif qui est donc d'éradiquer le Hamas et de faire en sorte que plus jamais Israël ne subisse un tel traumatisme et une telle attaque que le 7 octobre 2023. Un déterminisme qui contraste avec le point de vue d'Ofer Bronstein, un militant pacifiste franco-israélien, président du Forum pour la paix. Ce qui se passe à Gaza est une catastrophe inimaginable. C'est dans le pire de mes rêves, je n'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait, de mes cauchemars, je n'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait s'abattre sur les Gazaouis. J'en pleure le soir. J'ai des amis à Gaza. Vous savez, je suis aussi juif et je suis aussi israélien. J'ai honte. Pas seulement j'ai honte, mais moi je demande pardon à mes amis palestiniens, les innocents palestiniens, pas au Hamas et aux terroristes qui ont massacré des juifs et qui veulent en massacrer encore. Mais aux innocents palestiniens, je leur demande pardon, en tant que juif et en tant qu'israélien. Ce qui se passe est inacceptable. Ce n'est pas seulement des centaines de milliers de blessés, des enfants qui sont amputés, des enfants qui sont orphelins. Ces enfants-là, si on ne leur donne pas un peu d'espoir, si on ne leur donne pas des perspectives d'avenir, ça va être de très grands terroristes. Le mot de la fin, Jonathan Crix de l'UNICEF. La première chose qu'il faut, c'est la cessation des hostilités et la libération de tous les otages
puissent être enfin réunis avec leurs familles. Lorsque moi je vais dans la bande de Gaza, je vois des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu une jambe et qui n'ont pas de prothèse, par exemple. Je vois des enfants qui sont en sang dans les hôpitaux, qui attendent de recevoir un traitement. On a vraiment une situation qui est une complète catastrophe, qui est absolument horrible, et il faut qu'un accord juste politique soit trouvé pour que ces enfants puissent tenter de se reconstruire, d'avoir une vie normale, et pour que tous les enfants de la région aient la possibilité de vivre en paix. C'est à Gaza que nous consacrons le magazine du 20h ce soir, alors que le gouvernement israélien a adopté dimanche soir un plan de conquête. Ce sont les mots employés. Il prévoit de déplacer la plupart de la population, d'intensifier les bombardements qui ont repris depuis le 18 mars. Ces bombardements auraient fait près de 60 morts aujourd'hui. Nous avons pu suivre une infirmière de la Croix-Rouge à Rafah, Arnaud Miguet, Maëlle Benoliel et Chloé Duval. Ambulancier secouriste à Gaza, un métier à risque. Fares Afana a 53 ans, son quotidien est rythmé par les bombardements. Ça fait 1 an et demi et honnêtement, c'est dur. Avec tout ce que nous voyons, nos cœurs saignent. Mais on n'a pas le choix, il faut tenir et faire notre travail. Il y a quelques jours, une frappe israélienne détruit un immeuble de plusieurs étages. Des habitants sont coincés dans les décombres. Il y a des morts, des blessés, pris en charge par le secouriste et son équipe du Croissant-Rouge. Poussez-vous, poussez-vous! On vient de sauver des décombres une petite fille de 12 ans. C'est un miracle, elle respire encore. Fares Afana fait ce métier depuis 20 ans. Selon l'ONU, plus de 1000 secouristes ou personnels soignants ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Des ambulances ciblées, mais aussi des hôpitaux comme celui-ci. Avant la guerre, il y en avait 36. Il n'en reste plus que 16 fonctionnant partiellement selon l'ONU. Car pour Israël, certains centres hospitaliers abritaient des terroristes. Rafah, sud de la bande de Gaza. Dans cette ville côtière en partie détruite, la Croix-Rouge a posé son drapeau et ses tentes avec 60 lits il y a tout juste 1 an. 85 000 Palestiniens sont venus ici pour consultation ou hospitalisation. L'hôpital de campagne n'a jamais ouvert ses portes aux caméras, mais l'urgence humanitaire, après 2 mois de blocus israélien, pousse l'organisation à tirer la sonnette d'alarme. Claire est infirmière, elle est française, au chevet des blessés depuis janvier, comme Abdullah, 15 ans, une des nombreuses victimes de la guerre. On a enlevé ses points de suture ? Parfait. Sa jambe a été sauvée, mais pas son bras amputé. Mon bras, ça fait encore un peu mal. Doucement, doucement. C'est bien, c'est propre maintenant. J'étais sorti de chez moi à la seconde où je suis retourné dans ma tente. J'ai pris mon téléphone et on a été bombardés. Je peux prendre votre température ? Nuit et jour, 7 jours sur 7, elle enchaîne les consultations comme les 240 soignants du personnel local palestinien. Vous pouvez bouger, parfait. Chaque jour, c'est très impressionnant de travailler avec eux, de voir leur dévouement pour chacun des patients. Même s'ils sont fatigués, même s'ils ont faim, même s'ils n'ont pas toujours ce dont ils ont besoin. Cette Narbonnaise de 34 ans fait sa première mission à Gaza. Elle est intense. Dans une journée, c'est un vrai ascenseur émotionnel. On a des moments qui sont très difficiles, notamment pendant les afflux de blessés, avec des décès, avec toutes les familles qui arrivent. Combien de temps cet hôpital peut-il encore fonctionner avec ses réserves en nourriture, matériel ou médicaments qui s'épuisent? Quelques semaines à peine, car selon la Croix-Rouge internationale, l'aide humanitaire est proche de l'effondrement total dans la bande de Gaza. Oui, après 2 mois de blocus total, les humanitaires alertent sur le risque de famine. Le programme alimentaire mondial dit avoir épuisé tous ses stocks d'aide. Quelques Gazaouis ont pu échapper à cet enfer et venir en France dans le cadre d'un programme universitaire. L'un d'eux a dû laisser derrière lui sa famille que nous avons retrouvée à Gaza. C'est le grand format de Muriel Lassaga, Margot Delaunay et Omar Garabia. Depuis 16 mois, Shaima Abouzada ne vit pas. Elle survit dans le camp de Khan Younes. Trouver de l'eau, de la nourriture, de l'électricité pour elle et ses 2 fils représente un combat quotidien.
C'est extrêmement difficile d'avoir de l'eau. Il y a des jours où on en a, et les 10 jours d'après, on n'a plus rien. Notre vie n'est que souffrance. Aussi souvent qu'elle le peut, la mère de famille fait classe à son aîné. Maths, arabe, anglais. Voilà 1 an et demi que son fils est privé d'école. Mon rêve est d'aller à l'école comme tous les autres enfants du monde et d'apprendre. Mais aux privations s'ajoute désormais le manque d'un mari, d'un père. Tarek Abouzada a dû se résoudre à quitter sa famille il y a 2 semaines. Direction Toulouse où il bénéficie d'un programme d'aide aux réfugiés. En France, il tente de leur construire un avenir meilleur. Qu'est-ce que tu voudrais de papa? Un câlin. Si Dieu veut. Allez, viens. Quand le réseau Internet revient dans le camp, elle tente d'appeler son mari. Allô? Allô, marhaba. À 3000 km installé à Toulouse, Tarek répond enfin. Elle lui confie ce quotidien si difficile. C'est qui l'amour de papa? Tu sais, le petit pleure toute la journée parce que les bombardements le terrorisent. Et quand ça tire la nuit, il se réveille et il crie « Papa, papa !» Et il a faim en permanence. Tu sais comme il aime la nourriture, surtout la viande. Toute la journée, il souffre beaucoup. Nous allons très mal. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Savoir sa famille dans un tel dénuement est très douloureux pour Tarek, seul à Toulouse. Une souffrance qu'il dissimule avec un sourire pudique. Bien sûr, j'aimerais qu'il soit là d'une minute à l'autre, mais je sais que ça va prendre du temps. C'est compréhensible. Mais j'espère qu'ils seront là avec moi, très vite. Depuis quelques jours, Tarek Abouzada est de retour sur les bancs de la fac, celle de Toulouse, où il prépare sa thèse de droit. Dans son ancienne vie avant la guerre, il était un jeune avocat prometteur à Gaza City. La situation là-bas est catastrophique. J'espère que pendant mon séjour en France, la situation va s'améliorer et qu'un futur plus radieux sera envisageable. Tarek Abouzada fait partie des 115 Palestiniens accueillis par la France dans le cadre d'un programme pour réfugiés. Ils sont arrivés il y a 15 jours à Orly, puis dispatchés partout en France. Direction Strasbourg, pour la famille de Mohamed Younis. Cet enseignant-chercheur a eu la chance d'intégrer le programme avec sa femme et ses 4 enfants. Provisoirement, ils sont installés dans cette chambre d'hôtel. Donc je dis toujours à mes enfants, voilà, votre date de naissance, elle a commencé d'ici. Notre pensée, c'est toujours avec notre famille là-bas. Mais c'est la vie, il faut continuer. C'est dans cette université de Strasbourg que Mohamed Younis est accueilli comme enseignant-chercheur. Donc c'est au 3e étage, on trouve mon bureau là-bas. Ça fait 2 ans qu'on n'a fait rien, on restait dans une tente et maintenant la tente elle est grandie. Donc c'est pas une tente, c'est une grande ville comme Strasbourg. Mais la guerre n'est jamais loin. Avec émotion, l'enseignant nous montre l'une des dernières vidéos où il dispense un cours à Gaza. On était là très calme entre mes étudiants, les 2 qui sont morts dans un grand bombardement. Quelques jours plus tard, c'est la faculté qui sera visée et détruite en partie. Ça fait trop mal de voir ces images, de voir mes livres, et de voir notre bibliothèque, notre histoire qui était là-bas et détruite comme ça. Puis au milieu de notre échange, un avion de ligne passe dans le ciel. Impossible pour Mohamed Younis de continuer l'interview. Sans peur. Le bruit de l'avion? Oui, le bruit de l'avion, c'était un problème pour nous. Mon enfant qui a 7 ans, elle dit c'est quoi ça? Est-ce qu'elle va bombarder ou non? Je dis non, c'est la sécurité ici, t'inquiète pas, c'est normal. Des traumatismes à soigner et toute une vie à rebâtir. Prochaine étape pour Mohamed Younis, scolariser dans les prochains jours ses enfants.
Du côté de Toulouse, Tarek Abouzada, lui, a finalisé les démarches pour faire venir en France ses fils et sa femme au plus vite. Si le gouvernement israélien veut lancer de nouvelles opérations militaires pour contrôler le territoire, l'armée a déjà réduit considérablement les zones habitables et morcelle la bande de Gaza avec de grands corridors. C'est ce que montre l'enquête des révélateurs avec Claire Vérov. Israël annonce un plan de conquête dans la bande de Gaza. Son armée avance dans l'enclave et pousse les habitants à fuir. Avec quelle stratégie? Quel espace reste-t-il aux Gazaouis? Le 18 mars dernier, après 2 mois de cessez-le-feu, Israël rompt la trêve à Gaza. Des frappes et un ultimatum adressé aux habitants du nord et du sud de l'enclave. Ceci est un avertissement urgent pour tous les habitants de Beit Hanoun et Khirbet. Quittez immédiatement vos maisons et allez vers les centres d'urgence. Une évacuation méthodique. L'armée israélienne a un plan pour Gaza. En plus de la zone tampon en rouge, déjà vidée, à partir du 18 mars, elle fait évacuer de nouveaux quartiers. Dans le nord, mais aussi dans le sud. Ici, le quartier de Tal al-Sultan. D'interminables files de Gazaouis, en exode à pied. Des familles entières. En 5 jours, 140 000 personnes quittent leur maison. Ceux qui restent s'exposent aux frappes. Comme à Jabalia le 2 avril. Une semaine après l'ordre d'évacuation, une bombe détruit ce bâtiment. Selon l'armée israélienne, des combattants du Hamas s'y réfugiés. 19 personnes sont tuées, dont des enfants. Pendant 6 semaines, l'armée israélienne poursuit ainsi son offensive et élargit les zones à évacuer. Aujourd'hui, 70% de l'enclave est sous ordre d'évacuation ou interdite d'accès. Des zones dévastées et rapidement investies par les Israéliens. Par images satellites, on distingue la formation d'une nouvelle route, le corridor de Morag. Il traverse aujourd'hui l'enclave d'est en ouest et sert de passage aux véhicules de l'armée israélienne. Nous contrôlons le corridor de Morag. Désormais, nous morcelons l'enclave et nous augmentons la pression pour que nos otages nous soient rendus. Voici la stratégie présentée par les Israéliens. Diviser le territoire pour couper les tunnels du Hamas et isoler ses combattants. Officiellement, 3 corridors fragmentent aujourd'hui l'enclave. La circulation des Gazaouis est limitée à la route, ici en rouge, sur le littoral. Le long de ces corridors, l'armée israélienne se déploie et rase les bâtiments, comme ici, à proximité du corridor de Morag. Entre mars et avril, des immeubles sont réduits en fumée. Les pelleteuses mettent à terre les dernières habitations et au milieu des ruines, servent de porte-étendard à Israël. En 6 semaines, plus de 400 000 Gazaouis auraient été déplacés. La population doit désormais vivre dans 30% du territoire, entassés sous des tentes. Des experts des Nations Unies disent aujourd'hui craindre une annihilation de la population palestinienne à Gaza. Le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait rappeler des dizaines de milliers de réservistes pour mener les prochaines opérations. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, les Israéliens ont massivement soutenu la guerre menée pour anéantir les terroristes du Hamas. Mais aujourd'hui, certains réservistes refusent d'y retourner et disent ne pas comprendre où mènent ces opérations sans fin. Reportage d'Arnaud Miguet et Cyril Théophilos. Ils ont décidé de tourner le dos à la guerre à Gaza. Ces réservistes ne reprendront plus les armes. Pour eux, cette offensive est aujourd'hui inutile. Ils s'appellent Or, Nir et Max et ont accepté de nous parler. Comme toutes les semaines, manifestation contre l'offensive israélienne dans l'enclave. Max Krech répond toujours présent. Pourtant, après les massacres du Hamas du 7 octobre, ce sergent de l'armée de réserve n'hésite pas un instant. Dès le 7 octobre, j'ai repris les armes. Il était très clair qu'il fallait que je serve mon pays et que je fasse le maximum pour protéger les citoyens israéliens. Pour lui, comme pour beaucoup d'Israéliens, c'est devenu une guerre de vengeance. Et ils accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahou de faire passer désormais le sort des otages au second plan.
On n'abandonnera pas tant que tous les otages ne seront pas libérés. Mobilisé 70 jours, Max Krech décide d'arrêter de servir et pour cela il risque des poursuites. Aujourd'hui et avec d'autres, c'est nouveau, ils rendent hommage, photo à la main, aux victimes palestiniennes de la guerre. Désormais, avec cette guerre qui dure, il y a beaucoup plus de légitimité pour nous à mettre en lumière tous ces Palestiniens qui ont été tués sans raison. Cela montre ce que cette guerre est vraiment et ce qu'elle est devenue. Sur les 300 000 réservistes mobilisables, combien sont-ils aujourd'hui à dire non? L'armée ne communique pas de chiffres, mais ils sont de plus en plus nombreux. Hôpital Irilov de Tel Aviv. Comme tout établissement en Israël, il y a des réservistes parmi les employés. Ce médecin a passé 6 mois qu'il qualifie d'effrayants sur le front pour aller chercher les soldats blessés. Désormais, ce sera sans lui. Tout ce qu'on voit maintenant à Gaza, enfin tout ce que je vois moi, ce sont des destructions des infrastructures, des maisons et des chances de tout accord de paix avec les Palestiniens. À 51 ans, l'anesthésiste a indiqué à ses supérieurs qu'il était plus utile à ses patients qu'à Gaza. Une majorité de réservistes ne voit pas la fin de la guerre. Ils ne comprennent plus où elle va. Nir Avishai Cohen a 43 ans. Ancien officier de réserve dans l'infanterie, il a été mobilisé 3 mois, mais a lui aussi décidé de ne plus porter l'uniforme. La chose la plus importante que je puisse faire maintenant en tant que citoyen est de désobéir. Partisan de la paix, il en a fait un livre. Surtout via les réseaux sociaux, il rend public son refus de continuer de prendre part à la guerre. S'ensuit un torrent d'insultes. Tu es un traître à ton peuple. Tu détestes Israël, pourriture. On devrait te pendre. Il y a des crimes de guerre à Gaza, commis par l'armée. Cette guerre aurait dû se terminer non pas aujourd'hui, ni demain, mais il y a 1 an. Bientôt 600 jours qu'Israël est en guerre dans l'enclave palestinienne et personne n'en voit la fin.